Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Merci beaucoup d'accorder cette interview à BFM TV. Vous êtes revenu en France avec un recueil de poèmes, vous qu'on connaît évidemment par vos romans, La carte et le territoire, prix Goncourt, Les particules élémentaires, Possibilités du Nil, etc. Faire de la poésie, c'est une distraction pour un romancier ? Ça pourrait être une distraction un peu pour tout le monde, hein. On écrit un poème de temps en temps. C'est moins un travail qu'un roman, oui. Oui, c'est moins... Enfin, bon, quand même, la littérature, c'est pas un travail non plus. Enfin, ça reste un hobby. Je veux dire, on ne progresse pas. C'est de plus en plus difficile. Plus on en fait, plus c'est dur. Donc, c'est un peu le contraire d'une profession, quoi. Écrire des poèmes, ça reste facile. Enfin, je veux dire, ou impossible, ça dépend, mais... Quand ça vient, c'est facile, quoi. C'est la différence par rapport à un roman. Un roman, il faut quand même poursuivre son histoire, etc. Enfin... Dans Configuration du dernier rivage, chez Flammarion, on vous découvre romantique, sentimental, aussi impitoyable hein, que dans vos romans, je rassure vos lecteurs, dans votre regard sur notre société. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Mais moi, ce que j'ai quand même découvert, c'est que vous, qui avez une image de cynique, de misogyne, vous avez écrit des poèmes d'amour magnifiques. C'est vrai. Enfin non, non, je crois que c'est pas la réponse modeste. Enfin, j'ai écrit des poèmes d'amour, en tout cas magnifiques ou pas, j'en sais rien, mais oui. Mais vous savez, romantique, il y a aussi des romantiques sombres, hein. Oui, les chants désespérés sont les chants les plus beaux, c'est d'un poète romantique. Nous vivrons mon aimé classique. sans aucune ironie, nous achèterons peut-être des canaris. J'aime quand tu vas nu répondre au téléphone. Il y en a peu qui aiment et très peu qui se donnent. Mmh. Oui, on peut dire que c'est un poème d'amour. Oui. Il y en a bien d'autres. Hein, oui, il y en a d'autres, oui. Vous, le cynique, vous racontez aussi des chagrins d'amour, vous parlez de la même façon. Oui. Moi, je n'ai jamais trouvé que j'étais cynique, hein, honnêtement. Je sais pas, à part le Figaro, d'ailleurs, qui s'obstine dans ce... Je suis pas cynique. Enfin, j'ai toujours été très hostile à la philosophie cynique. J'aime pas du tout Diogène, enfin, il m'est très antipathique. En tout cas, vous avez aussi une image un peu de misogyne, et dans ce livre, il y a des femmes merveilleuses dont vous êtes amoureux, puis il y en a la vieille cougar fatiguée ou la jeune fille à la jupe de Sky. Oui. Oui, la jeune fille à la jupe de Sky est agaçante, disons. Sans plus, hein, c'est juste un moment d'agacement. Cougar fatigué, oui. Il y a un peu de compassion quand même. C'est vrai que c'est un peu pathétique. Et il y a aussi des poèmes un peu pornographiques dans oui, lesquels... doucement, mais de manière assez décontractée, si je puis dire. C'est très difficile, la pornographie, en fait. Ça, les gens ne se rendent pas compte, mais bon, par exemple, les films porno, j'en ai jamais vu un de bon. Les passages pornographiques en roman sont parmi peut-être ce qu'il y a de plus difficile à écrire. Et en poésie, il y a très très peu de réussite. Lesquels, par exemple Ronsard a réussi. Verlaine, à mon avis, c'est raté. En tout cas, il y en a dans ce recueil de poèmes. Et peut-être ce qui nous manque un peu, même s'il y a aussi votre regard sur la platitude de la société, sur toujours cette recherche de sens quand même, ce sentiment du vide. Vous êtes revenu en France et je crois que vous avez déclaré que la dernière fois que vous avez pris un grand éclat de rire, c'était sur la bataille Copé-Fillon. Vous suivez toujours la politique comme ça ? Pas souvent, mais celle-là était quand même fascinante quand on se demandait jusqu'où ils allaient aller. C'était du rire au début et ça s'est transformé. De voir les gens se suicider comme ça, c'est assez fascinant, quoi. Et c'est vrai que de temps en temps, c'était juste drôle. Et l'affaire Cahuzac, quand vous en avez entendu parler, Jérôme Cahuzac, hier soir, sur notre chaîne, ça vous fait rire ou pleurer ? Je pense que les hommes politiques franchement corrompus sont rares, hein. En fait, la plupart, quand ils détournent de l'argent, c'est plutôt pour financer leur combat politique, quoi. Pas pour s'acheter, je ne sais pas quoi, des Bentley.
Donc c'est un peu une exception, Cahuzac. Quand vous êtes rentré en France, vous avez habité l'Irlande, l'Espagne avant. Non, pas vraiment. J'ai toujours un appartement de vacances en Espagne, mais j'ai jamais résidé, quoi. Quand vous êtes rentré en France, qu'est-ce qui vous a frappé? Première chose, c'est qu'il y avait plus de pauvres qu'avant. Les SDF à Paris. Il y en a vraiment beaucoup. Enfin, la première chose m'a frappé. Bon, un peu plus tard, parce qu'il a fallu que j'entende des gens parler et tout ça, quoi. La défiance et le dégoût de la population pour la classe politique a beaucoup augmenté. Oui. Et comment vous l'expliquez, comment vous l'entendez? Ben, je crois que la corruption n'est pas pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que l'idée s'est répandue que en fait le véritable pouvoir appartient à une commission européenne, des organismes européens non élus, même pas connus d'ailleurs, la commission n'est même pas connue, et que les hommes politiques nationaux sont juste des guignols en fait, qui n'ont aucun contrôle réel sur les événements. Alors c'est une idée qui est difficile à combattre un peu, juste peut-être parce qu'elle est vraie en fait. C'est votre sentiment aussi? Oui, oui, c'est mon sentiment, oui. Et donc, effectivement, prendre au sérieux les hommes politiques devient difficile, quoi. C'est pour ça que vous avez ri sur Copé-Fillon ou que vous regardez l'affaire Cahuzac avec un peu de compassion ou au contraire de dégoût? Je peux pas dire que les gens qui s'intéressent énormément à l'argent me dégoûtent, parce que sinon la moitié de la terre me dégoûterait, quoi. Compassion, faut pas exagérer non plus, quoi. C'est pas... S'il se suicide, s'il en vient là, c'est qu'il est un peu con quand même, ou alors qu'il n'a pas grand-chose d'autre dans sa vie. Enfin, là, c'est pathétique. Bérégovoy, c'était affreux quand même. Très mauvais souvenir, Bérégovoy. Donc mais non, ni l'un ni l'autre. Le fait que... Enfin, ça rappelle des histoires, des romans, l'adversaire, quoi. Enfin, les gens qui commencent à mentir, ils ne se rendent pas compte que c'est dangereux, quoi. Ça, c'est un thème de roman, franchement, c'est un personnage de roman, d'être enfermé dans son mensonge et de ne pas pouvoir en sortir. Oui, 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 oui. Oui, oui, mais quand on commence, ça finit... Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde de mentir, vraiment, quoi. Enfin, Mitterrand réussissait. Mais c'est pas à la portée de tout le monde, c'est ça que les hommes politiques doivent voir. Est-ce qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui qui vous paraissent des personnages de romans? Parce que dans vos romans, vous citez des personnes réelles. Je ne sais pas, François Hollande. Oh non, non. Non, ça manque de personnages de romans. De Gaulle a fourni un bon personnage de roman. Là, comme ça, je vois pas. Comment est-ce qu'il faut guérir cette défiance, à votre avis, puisque vous la posez comme aussi votre sentiment? Ah, je pense qu'il faut passer à la démocratie. Oui. On n'y est pas. Non, non, un système où les projets de loi soient issus d'une pétition et soient soumis à référendum. Hein. Le référendum, mais par exemple aujourd'hui, un référendum, n'importe quelle question, on y répondrait non, parce qu'il y a beaucoup de colère. Oui, mais ça, on ne le fait pas pour aujourd'hui, quoi. Un tel changement, on le fait pour des siècles, enfin, ou au moins des décennies. Passage à la démocratie directe. Donc, il se peut que ça... Enfin, c'est une question de principe, en réalité, quand même. Ces histoires de fondement démocratique ou non du... Le mariage gay, là, vous voyez qu'il y a des gens dans la rue qui veulent un peu leur anti-mai 68. Oui. Oui, ben, je vois bien que les gens s'énervent. Mais je pense que c'est une chose que les gens respectent, la démocratie. Donc s'il y avait référendum, je suis même pas sûr que le mariage gay serait pas adopté d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, là, oui, je pense qu'il serait peut-être moins... Enfin bon, je ne vais pas faire de prédiction, à mon avis, il serait adopté. S'il y avait référendum. Mais c'est pas la question. De toute façon, je suis pour le référendum, quel que soit le résultat, même si je ne suis pas d'accord avec lui. On avait le sentiment que c'était un peu un anti-mai 68, une sorte de réaction à mai 68, qui avait une volonté d'utiliser
les slogans, les méthodes de mai 68, mais contre une certaine liberté, contre un esprit libertaire ou contre notamment cette légalisation du mariage homosexuel. Oui, c'est un peu vrai, c'est mu par une sorte de nostalgie du patriarcat. Effectivement, il y a ça, indiscutablement. Aussi bien chez les catholiques d'ailleurs que chez les psychanalystes, parce que c'est un peu leur fonds de commerce, quoi, la famille avec papa, maman. Et avec toutes les névroses Avec qui vont avec. avec tous les complexes qui vont avec, quoi. Donc là, on comprend qu'ils n'aiment pas l'idée. Oui. Il faut quelques secondes pour effacer un monde. Oui. C'est la fin de votre premier poème qui est magnifique. C'est le grand chagrin. Oui, il peut falloir quelques secondes pour mourir. Oui. Pour mourir d'amour, pour mourir de chagrin, c'est ce qui existe. Mais vous avez aussi un regard sur notre monde qui est assez Mais non, là, il faut beaucoup plus que quelques secondes. Enfin. Je suis assez d'accord sur le Toynbee que les civilisations meurent pas de mort violente, mais se suicident. Mais c'est un suicide très, très lent. Dans la carte et le territoire, vous disiez finalement que la France allait être un pays de maisons d'hôtes qui rompait avec son passé glorieux industriel. Et dans le fond, ça ne vous gênait pas de plus que ça. Mais on a Arnaud Montebourg qui dit non, il faut redresser l'industrie, il faut se battre, garder un pays performant dans ce domaine, par exemple. Oui, vous savez, le passé industriel de la France est ancien, mais quand même moins que celui de l'Angleterre, par exemple, qui a complètement laissé tomber, qui s'est concentrée sur la finance, quoi, le tertiaire, l'état pur. Mes grands-parents, par exemple, sont venus travailler en usine, mais ils sont venus de la campagne. Et ils ont vécu ça comme un enfer, d'ailleurs, hein, le travail en usine. Donc, ça, oui, l'époque industrielle de la France a duré un certain temps, mais la France a existé avant d'être un pays industriel. Et elle peut exister après. Elle peut exister après, oui. Merci beaucoup, Michel Houellebecq. De rien, c'est un Merci. plaisir.